terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Ouverture demain ici à Bamako de la réunion de la commission mixte de la CEDEAO. Le thème de cette rencontre est paix et sécurité, défi de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, cas du Mali. Déjà, le président du Parlement de la CEDEAO est arrivé à Bamako. Ce soir, dans Focus Santé, nous allons parler de l'énurésie, deuxième partie. L'énurésie, c'est le fait d'uriner au lit. Ce handicap social touche aussi certains adultes et sa prise en charge repose surtout sur des mesures éducatives et hygiéniques. Lundi 20 mars, bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord et en images, le président de la République a reçu cet après-midi en audience le ministre délégué des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc, Nasser Bourta, est porteur d'un message du roi Mohamed VI au président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette entrevue a été mise à profit pour passer en revue les liens de coopération entre le Mali et le Maroc. Voilà, le président de la République qui a reçu en audience le ministre délégué des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc. Il était porteur d'un message du roi Mohamed VI au président Ibrahim Boubacar Keïta. Aussi, ce message de félicitations du président de la République au président de la République tunisienne. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple frère de la République tunisienne, au nom du peuple du Mali, en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette occasion pour vous réitérer ma constante disponibilité à œuvrer à la consolidation des liens d'amitié existants entre nos deux pays. En vous renouvelant mes meilleurs vœux pour votre bonheur personnel et pour la prospérité croissante du peuple frère de la Tunisie, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. C'est demain que s'ouvre dans notre pays la réunion délocalisée de la commission mixte de la CEDEAO. Elle sera présidée par le président de l'Assemblée nationale, Isiaka Sidibé. Ce matin, le président du Parlement de la CEDEAO est arrivé à Bamako avec sa délégation. La rencontre a pour thème paix et sécurité, défi de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, cas du Mali. On en sait plus avec Nyanya Traoré. Bamako a l'honneur encore une fois pour abriter une rencontre de haut niveau. Cette fois-ci, c'est la réunion délocalisée de la CEDEAO qui va s'y tenir du 21 au 25 mars. Le choix de Bamako n'est pas fortuit. Le Mali joue un rôle extrêmement important au niveau de la CEDEAO. C'est un peuple intégré qui a toujours œuvré pour l'intégration au niveau de notre espace communautaire. Le Mali vit des moments extrêmement difficiles. Donc nous devons compatir, nous devons être solidaires et nous devons aussi contribuer à la résolution de cette crise qui a trop duré. C'est un honneur pour le Mali, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Ils sont chez eux. Soyez les bienvenus. Il est vrai que le choix porté sur le Mali tombe à pic. Notre pays est d'une part dans un processus de sortie de crise et d'autre part, il mène une lutte farouche contre le terrorisme. Le thème de la réunion, paix et sécurité, défi de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, cas du Mali. Depuis quelque temps déjà, le Mali fait l'objet de crises et la crise est due à un terrorisme qui ne dit pas son nom. Il y a le narcotrafic. Il y a également des gens qui sont en train de s'affilier à la religion pour s'attaquer au pays.
Et nous avons vu qu'il faut en ce moment débattre ces problèmes-là pour qu'on ne cherche pas à ethniciser le terrorisme. Nous avons réfléchi, on s'est dit qu'il faut en ce moment analyser les causes profondes. Si le Mali devient le terreau des terroristes, il n'est pas sans savoir que ça va impacter sur le développement, non seulement du Mali, mais sur la paix et la stabilité de la sous-région. L'état de la mise en œuvre et le rôle des parlements de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme. Le pacte de paix et réconciliation nationale, progrès et défis, la coopération transfrontalière dans la lutte contre le terrorisme sont également au menu de cette réunion. Et le ministre de la Défense et des anciens combattants vient de boucler dans la cité des 333 Saints une mission de 4 jours. Il s'agissait à travers cette visite de terrain d'apporter le soutien des plus hautes autorités aux forces armées de sécurité engagées sur le théâtre des opérations. La mission visait également à échanger avec les acteurs de la société civile de Tombouctou et de Taoudéni sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Reportage Abdraman Maïga. Cette mission de 4 jours a permis au ministre de la Défense et des anciens combattants de s'enquérir des conditions de vie et de travail des forces armées et de sécurité. À travers cette sortie, Abdoulaye Idrissa Maïga apporte ainsi le soutien des plus hautes autorités aux FAMA pour les efforts qu'elles ne cessent de déployer pour la défense de l'intégrité territoriale. Tombouctou a connu tout un émoi. Il y a de cela environ 2 semaines, à la suite de l'attaque des checkpoints. Je parle de moi parce que nous sommes en réalité passés à côté du pire. Au cours de cette mission, le ministre de la Défense, accompagné des chefs militaires et des membres de l'Assemblée nationale, a visité 3 checkpoints de la ville, celui d'Arawan, de Bouchbeya et de Gundam. À ce niveau, des échanges ont permis aux chefs du département de tester le moral des éléments engagés sur le front et de mesurer les actions entreprises par ceux-ci lors des récents événements qu'a connu la ville de Tombouctou. Le constat que nous faisons, c'est que nos hommes sont en train de travailler de façon satisfaisante, ici à Tombouctou en général, dans des conditions assez difficiles. Des conditions qui n'affectent pas réellement leur morale et ils prennent tout sur eux pour réellement satisfaire le commandement dans le cadre de l'exercice de leur mission. Au cours de cette mission, Abdoulaye Idrissa Maïga a tenu une série de rencontres avec, entre autres, les acteurs de la société civile, notamment la notabilité, les imams de la ville et les personnes ressources. En plus de ces acteurs, le ministre a successivement rencontré les hommes de troupes, les responsables de la gendarmerie nationale et les chefs militaires de la zone de défense numéro 5. Nous sommes venus aussi dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation et faire comprendre que l'accord pour la paix et la réconciliation, ce n'est pas seulement une affaire des forces armées de sécurité, c'est une affaire de l'ensemble des Maliens. Je retourne rassuré par les propos que j'ai entendus parce que la tension a diminué de plusieurs crans, les esprits se sont repris et tous se sont engagés à réaliser les objectifs de paix. Avant de prendre son envol pour Bamako, la délégation a rendu une visite de courtoisie à la notabilité et à l'imam de la grande mosquée de Tombouctou. À ce niveau, des bénédictions ont été faites pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. Que Dieu exauce les prières. Parlons aussi de cette rencontre organisée par le ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement. C'est pour la mise en vigueur d'un règlement pour harmoniser les normes et les procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée-Conakry. Le point avec Mamadou Fani. La route est un instrument vital pour le développement et l'intégration socio-économique d'un pays comme le Mali. Les surcharges et le non-respect des normes par les véhicules de transport constituent des facteurs qui contribuent à la dégradation des routes dans l'espace UEMOA. C'est pourquoi les États membres de l'UEMOA ont adopté le 16 décembre 2005 à Bamako le règlement numéro 14-2005 CM-UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de l'UEMOA. Au Mali, les pertes occasionnées par la dégradation des chaussées dues à la surcharge sont estimées à 40 milliards de francs CFA par an, soit l'équivalent de plus de 130 km de routes bitumées. Nul n'ignore l'importance des infrastructures routières dans le développement économique et social de nos pays à travers la promotion et la facilitation des échanges inter-États. C'est pourquoi il s'avère extrêmement important de sauvegarder à l'effet de réduire les prix
et les délais d'acheminement des produits, mais aussi et surtout de mieux amortir nos véhicules. Nous voyons tous en effet au quotidien les ravages que cette surcharge a sur l'état des routes. Une bonne mise en œuvre de ce règlement contribuera à la durabilité des investissements dans le secteur routier. Cet atelier qui regroupe l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre des textes communautaires constitue une étape importante de l'application intégrale du règlement 14/2005 de l'UEMOA à partir du 1er avril 2017. Une autre rencontre, cette fois-ci sur la mise en place d'une structure nationale de gestion de la cybersécurité. La nouvelle structure est appelée Centre de réponse aux incidents informatiques, CIRT. Le Centre de réponse aux incidents informatiques s'attellera à la lutte contre les menaces électroniques afin de protéger les droits des personnes et des entreprises. Reportage à Moussa Fani. Décideurs politiques, techniciens et experts des technologies et autres personnes et ressources planchent sur les orientations stratégiques, les missions et responsabilités du Centre de réponse aux incidents informatiques, CIRT. Ce centre, qui est une nouvelle structure, va procéder au diagnostic des problèmes du secteur numérique. Les participants à la présente rencontre feront des propositions allant dans ce sens. Aucun pays, quel qu'il soit, ne peut certainement seul faire face à une cyberattaque. La lutte contre la cybercriminalité constitue de nos jours un défi collectif qui appelle une réponse et une approche globale dans le respect des droits humains. Aujourd'hui, plus que jamais, après un transfert de compétences et des renforcements de capacités en interne, l'UIT a pris à bras le corps la question de la cybersécurité en organisant désormais en interne les ateliers de formation et de sensibilisation à la mise en place de CERT nationaux. Le secrétaire général adjoint de la présidence a mis l'accent sur la nécessité de favoriser l'approche intégrée pour lutter contre la cybercriminalité. La lutte contre la cybercriminalité constitue un défi collectif qui appelle une réponse et une approche globale dans le respect des droits humains. Refuser de s'inscrire dans une approche globale de lutte contre ce phénomène, c'est laisser se proliférer en Afrique des paradis juridiques de la criminalité transfrontalière. J'ose espérer que durant ces 4 jours de travaux, vous saisirez l'occasion offerte pour se familiariser davantage avec le concept de cybermenace et développer à travers des plans d'activité une stratégie de cybersécurité. Cette rencontre de 4 jours devra permettre au Centre de réponse aux incidents informatiques de répondre aux besoins de sécurisation et de lutter contre la cybercriminalité au Mali. En Afrique occidentale, plus de 18 millions d'enfants sont touchés par la malnutrition. Les adultes sont aussi concernés par le fléau. Il est donc urgent de diversifier les sources alimentaires. Pour ce faire, un nouveau projet a été lancé pour mettre l'accent sur les lignes alimentaires. Reportage Aïssata Ibrahim Maïga. Accroître la disponibilité des aliments nutritifs à travers la promotion des arbres et arbustes locaux comestibles en Afrique subsaharienne, c'est l'intitulé d'un tout nouveau projet qui se donne comme objectif de contribuer à la sécurité alimentaire tout en luttant contre la malnutrition. Les résultats de l'enquête nationale de 2015 ont montré que 25% des ménages sont dans l'insécurité alimentaire et que 38% des enfants souffrent de la malnutrition chronique. Pour atteindre ces objectifs, le projet va améliorer la gestion durable et l'utilisation des arbres et arbustes locaux comestibles. Pour plus de 327 millions de francs CFA, il concerne le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Pour inverser ces paradoxes, il résiderait dans la diversification des ressources alimentaires, notamment les produits forestiers non lignés alimentaires qui sont sources de vitamines et de micronutriments. Donc, dans le cadre de la sécurité alimentaire, au niveau du Mali, la diversification occupe une place importante, d'où l'intérêt de ces projets pour les populations vulnérables au niveau de notre pays. Jusqu'en 2019, les activités de ce nouveau projet se focaliseront sur les aspects de l'inventaire, de la formulation alimentaire, de la gestion durable et sur la commercialisation. À cet atelier de lancement de Bamako participent les représentants des pays concernés. Rentrée politique du RPM ce dimanche à 100, le parti a enregistré l'adhésion de nouveaux militants. Les élections locales et régionales, le référendum ainsi que la tenue de la conférence d'entente nationale étaient au menu de la rencontre. Envoyés spéciaux Adama Kamara et Nouhom Sissoko.
Cette rentrée politique du RPM Rassemblement pour le Mali visait à mieux informer les militants sur certaines questions majeures d'intérêt national. Il s'est agi aussi pour le BPN, Bureau politique national, d'appeler à la mobilisation en vue des futures échéances électorales. Vous devrez tout faire pour gagner les élections locales, mais cela passe par un choix judicieux. Nous demandons à la section des champs d'accompagner le gouvernement dans la bonne tenue de la conférence d'entente prévue le 27 mars et 2 avril 2017 à Bamako. Je voudrais vous demander aussi d'accompagner le gouvernement dans le processus de révision constitutionnelle. Le parti du Tisserand renforce sa base à 100 avec l'adhésion de près de 140 nouveaux militants dont des conseillers communaux ayant quitté d'autres formations politiques. Notre adhésion au RPM s'inscrit dans le cadre des compétences et des valeurs incarnées par le président Ibrahim Boubacar Keïta pour l'amour du pays, le respect de la dignité humaine, le sens du partage et de la solidarité. Cet événement formidable auquel nous avons participé procède sans nul doute à l'ancrage politique et social de notre projet, parce qu'elle aura permis au basculement d'une frange importante de toutes tendances confondues de la jeunesse de sang dans le parti RPM pour venir contribuer à l'enrichissement, à la mise en œuvre du projet IBK. La rencontre a permis aux responsables du BPN-RPM d'expliquer à leurs militants les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ces actions seront soutenues par l'ouverture d'autres grands chantiers, ont-ils rassuré. Fin du Forum international Afrique Développement, la 5e édition a été un succès selon les participants. La cérémonie de clôture a pris fin par la remise de prix à 3 entreprises qui se sont démarquées par l'impact social de leur activité, entre autres. Envoyés spéciaux à Casa, Seydou Sissoko et Salima Tandao. Le Maroc semble avoir relevé le défi, celui de faire de la 5e édition du Forum international Afrique Développement un succès. Le bilan de l'édition 2017 est satisfaisant. Vous avez été plus de 2000 opérateurs économiques provenant de 30 pays, venus à Casablanca pour construire ensemble de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement. Près de 4000 rendez-vous d'affaires se sont tenus. Le marché de l'investissement, où 7 pays frères sont venus nous exposer leurs plans nationaux de développement et des projets d'investissement phares, a révélé de nouveaux horizons d'échange et d'investissement. Nous avons eu la chance d'avoir plus de 52 sociétés maliennes qui nous ont accompagnés et qui ont fait des centaines de rencontres. Des contrats ont été signés, des partenariats dessinés. Et je pense que tout ça contribue au développement économique du Mali. La cérémonie de clôture a restitué les conclusions des 3 sujets développés dans les plénières. 3 projets ont été récompensés pour leur impact social et la couverture géographique. La société Sania de la Côte d'Ivoire est 3e. Elle reçoit le prix Silver. En 2e position, nous avons une entreprise marocaine, la société HPS. Elle reçoit le prix Gold. Le gros lot revient à la Tunisie avec Lila qui gagne le trophée Platinum. Le Mali faisait partie des 6 finalistes nominés avec la société Kama SA. Des prix spéciaux ont également été décernés. Coris Bank, spécialisée dans la microfinance, a reçu le prix IOMOA. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, dont la présence a été beaucoup appréciée, a reçu un trophée symbolique pour sa participation et son engagement pour l'émergence du continent. Voilà, c'est sur cette marque de reconnaissance envers ceux-là qui font bouger l'Afrique que prend fin cette 5e édition du Forum international Afrique Développement. Aujourd'hui, 20 mars 2017, le Mali célèbre à l'instar des autres pays francophones la Journée internationale de la francophonie. Le thème de cette année est « J'aime, je partage ». À cette occasion, nous vous proposons un extrait du message du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, Abdoulaye Diop. Il est au micro de Cheikh Oumar Sangari. L'Organisation internationale de la francophonie rassemble aujourd'hui 80 États et gouvernements membres et observateurs, totalisant une population de plus d'1 milliard d'individus, faisant ainsi de la langue française la 5e langue la plus parlée au monde et la 2e au plan de l'importance politique. L'OIF est une institution fondée sur le partage d'une langue, la langue française,
et de valeurs communes autour de la solidarité et des droits de l'homme. Elle a pour objectif de contribuer à améliorer le niveau de vie de ces populations en les aidant à devenir des acteurs de leur propre développement. Cette célébration est donc une occasion pour les francophones d'exprimer leur attachement à la langue française, d'affirmer leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leurs différences et leur diversité, et de promouvoir les valeurs humaines universelles. Et vous pourrez suivre l'intégralité de ce message après ce journal. Cérémonie d'hommage et de reconnaissance cet après-midi à la primature. 25 cadres de 2 vagues, à savoir 2016 et 2017, viennent de faire valoir leur droit à la retraite. Un vibrant hommage a été rendu aux partants à la retraite pour service rendu à la nation. Mohamed Ould Mamouni. De l'émotion, de la fierté, mais aussi de la satisfaction d'avoir servi son pays. C'est ce qu'on pouvait lire sur les visages graves qui cachent pourtant la joie des missions accomplies. Près d'une quarantaine d'années de service, je pense que vraiment on a un sentiment de joie, de service bien accompli. J'ai le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même à la nation. Au total, ce sont 25 cadres de l'État de 2 vagues différentes qui font valoir leurs droits à la retraite. Il s'agit de celles de 2016 et de 2017. Au nom du Premier ministre, Mahamadou Magasuba a rendu un vibrant hommage à ces hommes et femmes qui ont servi l'État pendant des années. L'un des mérites essentiels et non des moindres de la cérémonie qui nous réunit, c'est de voir ensemble le chemin parcouru par ces cadres émérites qui, durant tout leur parcours, n'ont ménagé aucun effort pour mériter de la nation. C'est pourquoi, au nom de Monsieur le Premier ministre, je ressens un plaisir combien immense de présider cette cérémonie parce qu'il s'agit de louer les qualités des grands commis de l'État. Pour ces partants à la retraite, une page se tourne et une autre s'ouvre. Tout à fait. Le budget prévisionnel du Centre de perfectionnement et de la formation en statistique passe de 255 à plus de 820 millions de francs CFA au titre de l'année 2017. Ces fonds seront en partie investis dans la construction d'un siège pour les activités de formation et de recherche conformément aux missions du centre. C'est ce qui ressort de la 2e session ordinaire du conseil d'administration de ce centre. Reportage d'Auda Sidiki Diarra. Après une année d'activité, l'heure du bilan a sonné pour le centre de formation et de perfectionnement en statistique. Au cours de l'année écoulée, le centre a pu réaliser 5 des 6 activités programmées, soit un taux de réalisation de plus de 83%. Pour la réalisation de ces activités, le centre a mobilisé 214 867 500, soit un taux de mobilisation de 84%. Par rapport aux prévisions. Pour l'année 2017, le centre doit consolider les acquis et envisager des actions pour son développement. Dans cette optique, le gouvernement du Mali, à travers la subvention de l'État, envisage la construction d'un siège offrant toutes les commodités nécessaires pour les activités de formation et de recherche conformément à ces missions. C'est cet investissement qui explique en partie la forte augmentation du budget du centre qui passe de 255 785 000 francs CFA à 820 572 000 francs CFA. En ligne des mires du centre, le recrutement et le démarrage de la formation de la 3e promotion de l'élève technicien supérieur de la statistique, entre autres. Lancement du réseau Africa Femmes Performantes, c'est une organisation qui vise à promouvoir et développer l'entrepreneuriat des femmes africaines. La cérémonie de lancement s'est déroulée à Baguineda. Les explications avec Inaba. La remise de récépissés de prise en charge médicale à 145 indigents de la commune de Baguineda, voilà l'action citoyenne qui marque le lancement au Mali du réseau Africa Femmes Performantes. Une organisation qui se veut une plateforme de rendez-vous d'affaires et d'échanges pour les femmes africaines à travers le monde. À travers les services sociaux,
travers les services sociaux et l'appui des mairies, nous avons fait des enquêtes et recensé les indigents. À Kouraba, 42 personnes, Baguineda, 83 personnes et Kati, 20 personnes. Puisqu'il s'agit de sensibiliser la population et les décideurs sur les conditions de la femme, et singulièrement les femmes démunies pour promouvoir leur meilleure inclusion aux actions de développement. Elle est l'occasion de débattre des difficultés qu'elles rencontrent et de faire des recommandations pour changer ce postulat. Le réseau Africa Femmes Performantes qui vient d'être lancé s'est inspiré du Dr Dorothy Irene, figure emblématique qui a créé pour la première fois aux États-Unis en 1935 le premier rassemblement des femmes noires, the National Council of Negro Women. Et le Mali et les États-Unis posent un nouveau jalon dans leur coopération. À partir de la rentrée prochaine, une université américaine se propose d'accueillir des étudiants maliens avec d'importantes remises sur les frais d'inscription ou l'accord de bourse d'études. Un partenariat qui prévoit aussi des échanges scientifiques avec certaines universités maliennes. Le reportage de Salif Sanogo. Cette signature concrétise de longs mois de négociations avec la direction de Shepherd University. Ainsi donc, à partir de la prochaine rentrée académique, ce pôle universitaire de la Virginie occidentale se propose d'accueillir des étudiants maliens à des conditions préférentielles. En effet, dans le cadre du partenariat ainsi noué, Shepherd University, avec ses quelques 4200 étudiants, se propose de faire des remises sur les frais de scolarité pour les étudiants venant du Mali, d'offrir la possibilité de prise en charge des bacheliers ayant une excellente moyenne, d'offrir des bourses complètes à des bacheliers qui sont performants dans certaines disciplines sportives et d'avoir avec certaines universités maliennes des échanges scientifiques et académiques, ainsi que la conduite de projets spéciaux. Elle fait l'ouverture pour les possibilités d'échange de professeurs, d'échange de chercheurs. Elle fait la possibilité d'ouverture pour les étudiants maliens. Et donc les étudiants maliens peuvent venir ici normalement. Nous voudrons vous exprimer notre joie pour ce partnership entre Shepherd et le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique malienne. C'est une grande opportunité. Avec ses 146 ans d'existence, Shepherd University initie ainsi le premier partenariat du genre avec un pays africain. Un partenariat qui, dans un premier temps, est prévu pour durer 5 ans et pouvant être renouvelé si les résultats sont jugés satisfaisants. Nous sommes très heureux que l'ambassadeur est venu concrétiser ça là. Aujourd'hui, nous voyons une opportunité au niveau du département de sciences politiques, des échanges d'étudiants que ça va apporter aux étudiants maliens. Avec ce partenariat qui vient d'être signé, c'est une nouvelle dynamique qui s'enclenche entre Shepherd University et le Mali. Un étudiant qui va venir s'inscrire ici à partir de la prochaine rentrée scolaire va bénéficier de 25% de rabais. Et 25% de rabais si l'étudiant doit faire 4 années d'études ici. Cela revient à dire qu'il aura à payer 3 années et la dernière année sera pratiquement gratuite. Salif Sanogo depuis Virginie occidentale. L'association des jeunes volontaires et sympathisants pour le développement de Koulikoro a organisé une journée d'information sur la gestion de la forêt classée de Tienfala. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les habitants des villages environnants de la forêt à s'engager dans la préservation de ce patrimoine naturel. Reportage d'Aouda Koni. Cette journée d'information sur la gestion de la forêt classée de Tienfala s'inscrit dans le cadre d'un éveil de conscience pour la sauvegarde de la forêt classée de Tienfala, voire de l'environnement tout court. Elle est organisée par l'Association des jeunes volontaires et sympathisants pour le développement de Koulikoro et animée par la cellule de coordination pour la gestion de la forêt classée de Tienfala. Nul n'ignore l'importance de cette forêt dans la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens à l'intérieur de nos collectivités, tant sur le plan socio-économique, culturel que sur le plan de la restauration de l'écosystème. Malheureusement, force est de constater la dégradation, voire la disparition de cette forêt si on ne prend garde à cause des agressions de toutes sortes. L'association et les autorités administratives, politiques et juridiques mènent une synergie d'action indispensable pour la sauvegarde de ce patrimoine naturel. Et nous devons jouer notre rôle pour la sauvegarde de l'environnement. Nous avons besoin d'une résilience autour de cette forêt classée aujourd'hui. Classée depuis 1939, la forêt de Tienfala connaît des occupations illégales qui ne favorisent pas sa protection. Toutefois, son désengorgement constitue un acte de développement rural.
La plateforme des jeunes pour la paix et la sécurité au Mali et les contingents allemands et néerlandais de la MINUSMA apportent leur soutien au mécanisme opérationnel de coordination MOC. Ils viennent de procéder à une importante donation constituée de produits pharmaceutiques, entre autres. Depuis Gao, les détails avec Boubacar Bablin-Touri. C'est dans le cadre d'un élan de solidarité envers le mécanisme opérationnel de coordination MOC suite à l'attentat du 18 janvier dernier perpétré contre son centre de regroupement à Gao que la plateforme des jeunes pour la paix et la sécurité au Mali vient de faire don d'un important lot de médicaments. L'objectif est de soutenir le MOC dans sa mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Suite à l'attaque survenue au camp MOC, nous avons jugé nécessaire de faire à notre manière notre petite contribution à l'endroit de nos soldats qui sacrifient leur vie pour nous. Et nous, en tant que jeunes de la société civile, nous avons lancé une campagne de soutien. Par la suite, nous avons réceptionné ces kits de premiers soins. C'est le premier don de médicaments que je reçois d'une association de la plateforme pour la paix. Vraiment, je les encourage beaucoup dans ce sens et nous sommes vraiment très ravis. Toujours dans la même dynamique, les contingents allemands et néerlandais de la MINUSMA à Gao, dans le souci de restaurer le matériel détruit lors de l'explosion, ont aussi fait don d'une importante quantité de matériel d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Des dons composés des étagères pour les armes, des tentes, des lits, des couvertures ainsi que des ustensiles de cuisine. La chose plus importante, c'est la valeur idéale, parce qu'il est là pour supporter le processus de paix, le processus du MOC aussi, et c'est ça l'idée qui compte. Je remercie vraiment les partenaires de la MINUSMA qui m'ont vraiment enlevé une épine dans les pieds parce que quel que soit ce qu'elle vaut cette remise, c'est une grande chose pour moi et pour le MOC. Selon le coordinateur du MOC, cette marque de solidarité envers cette unité ne fera que renforcer les capacités des éléments dans l'accomplissement de leur mission, dont la réussite est un grand pas vers une paix durable. Sport basket, la troisième journée de la phase éliminatoire de l'Afro-Basket masculin zone 2 a vu la victoire hier du Mali sur le Sénégal 82-37 et la Guinée-Conakry s'est inclinée devant le Cap-Vert 62-56. C'était au Palais des Sports, Salamatou Maïga, la CI 2000. Reportage à Sassoumari. Après leur victoire face au Cap-Vert lors de la deuxième journée, 61-54, les Aigles basketteurs ont signé leur deuxième victoire devant les Lions de la Teranga du Sénégal, 82-37. Dans ce match, pourtant, ce sont les Sénégalais qui ouvrent les hostilités en menant les nôtres dès les minutes initiales 4-0. C'est à partir du deuxième acte de jeu que les protégés de l'entraîneur Sylvain Loutier font cavalier seuls et vont à la pause avec un écart de 13 points, 34-21. De retour sur le plancher, les Maliens sortent le grand jeu et vont continuer leur festival. Les tentatives des Sénégalais restent vaines. Les Aigles du Mali l'emportent finalement 82-37, soit 45 points de différence. Auparavant, le Cap-Vert était face à la Guinée-Conakry, habillé en noir. Peut-être les supporters guinéens attendaient une autre victoire de leur équipe après celle gagnée devant le Mali et le Sénégal. Mais hélas, les Cap-Verdiens en ont décidé autrement en brisant le rêve guinéen. Score final 62-56 pour le Cap-Vert. À noter que la phase retour de ces éliminatoires Afro-Basket Zone 2 se jouera le 24, 25 et 26 mars prochain à Dakar au Sénégal. Suite de Focus Santé sur un handicap social, le fait d'uriner au lit à partir de 5 ans appelé l'énurésie survient généralement la nuit pendant le sommeil. Ce type d'énurésie affecte aussi les adultes. Les spécialistes l'appellent l'énurésie nocturne primaire isolée. Sa prise en charge repose surtout sur des mesures éducatives et hygiéniques. Parmi ces mesures figure la répartition de la consommation des boissons pendant la journée avec moins de liquide à l'approche du coucher. Focus Santé, c'est une réalisation de Ramata Konati. L'énurésie nocturne primaire isolée ou l'incontinence urinaire la nuit pendant le sommeil se différencie des autres types d'énurésie par la durée. Énurésie primaire, nocturne primaire isolée, ça veut dire que quelqu'un qui n'a jamais fait 6 mois sans faire pipi dans le lit. C'est ça un peu sa définition aussi.
Le diagnostic de ce type d'énurésie ou pipi au lit est clinique. Toutefois, la recherche des causes nécessite un bilan et c'est en fonction des causes que le médecin indique le traitement à suivre. Il y a le traitement essentiel qui est le traitement comportemental. La production importante qui est la forme polyurique, donc diminuer l'apport hydrique, c'est-à-dire diminuer les consommations d'eau à partir de 18 heures. On demandera ça. Pour les formes à petite vessie, il faut éduquer les enfants dans la journée, par exemple, à ne pas se retenir. Chaque fois qu'il a envie d'uriner, il faut qu'il aille uriner. Donc ça aussi, c'est un mécanisme qui va aider l'enfant à pouvoir se réveiller tout seul. En dehors du traitement comportemental par les règles hygiéno-diététiques, il y a les médicaments, notamment 2 médicaments qui sont bien connus dans ce traitement-là. D'autres mécanismes de traitement reposent sur un changement de comportement chez les sujets énurétiques, avec à la clé le soutien des parents. Autre mécanisme, c'est le fait de mettre l'alarme, le réveiller, c'est-à-dire 2 ou 3 heures après s'être mis au lit. Il faut qu'il soit réveillé pour aller uriner. Et tenir un bon calendrier mictionnel. Ce calendrier mictionnel consiste à noter les heures d'arrêt de consommation d'eau, à quelle heure on a arrêté de boire de l'eau, à quelle heure on s'est mis au lit, quelle heure il est parti faire pipi, il y avait combien d'urine dans la vessie. Le volume urinaire, c'est très important. Ça permet de quantifier est-ce que c'est une petite vessie ou c'est une vessie normale. L'énurésie nocturne primaire isolée touche les enfants et les adultes. Plus l'énurésie est ancienne, plus son traitement devient difficile. L'ORTM est en deuil. Il ne sera plus derrière la console de la Radio nationale du Mali. Mokhtar Sidibé, technicien à l'ORTM, est décédé hier dimanche à l'âge de 41 ans, né le 21 juin 1976 à Kéniéba, dans la région de Caille. Après ses études primaires et secondaires, Mokhtar Sidibé a intégré l'ORTM comme technicien d'antenne le 16 février 2006. Mokhtar Sidibé a été un travailleur assidu. Il a été accompagné par les parents et collaborateurs ce lundi à sa dernière demeure au cimetière de Kalabankoro. Il laisse derrière lui une épouse et 3 enfants. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Dors en paix, chers collègues. Toute la rédaction vous remercie d'avoir suivi ce journal et vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'abord, 10h et 13h, retrouvez Mohamed Ould-Mamouni et pour ma part, au plaisir de vous retrouver pour les éditions du soir. Bien à vous et à demain, s'il plaît à Dieu.